J'ai acheté une bague en argent dans une boutique de prêteurs sur gage pour 40 €. 3 jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose d'impossible. Elle est devenue chaude. Pas à cause de la chaleur de mon corps. Le métal lui-même chauffait, mais seulement à proximité de certaines personnes. 3 personnes, pour être exact. Je suis étudiante en physique. Je ne crois pas aux phénomènes inexpliqués. Alors, je l'ai testé obsessionnellement pendant des semaines. Les résultats étaient terrifiants par leur constance. Les 3 mêmes personnes, la même augmentation de température, le même seuil de proximité. Je devais savoir pourquoi. Ce que j'ai découvert a changé tout ce que je pensais comprendre des gens qui m'entouraient. Avant de commencer, avez-vous déjà acheté quelque chose qui a fini par changer votre vie de manière inattendue? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires de mystères, de connexions invisibles et de personnes extraordinaires, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai acheté une bague qui m'a appris que l'empathie est plus qu'un simple sentiment. J'étais en dernière année de physique à l'université de la Sorbonne à Paris. Et j'abordais tout dans ma vie avec la même méthodologie, observer, émettre une hypothèse, tester, conclure. Je croyais aux phénomènes mesurables, aux résultats reproductibles, aux choses qui pouvaient être prouvées par l'expérimentation et les données. Je ne croyais pas au destin, aux signes cosmiques ou aux objets dotés de pouvoirs mystérieux. Ainsi, lorsque j'ai acheté une simple bague en argent dans une boutique de prêteurs sur gage un samedi après-midi gris, je n'avais aucune attente au-delà de combler un vide sur ma main droite où je portais ma bague de promotion du lycée avant de la perdre. La bague était banale. Un simple anneau d'argent, sans pierre, sans gravure visible à l'œil nu. Elle coûtait 40 €, s'adaptait parfaitement à mon index et était si confortable que j'ai oublié que je la portais en moins d'1 heure. Je l'ai mise ce samedi-là et j'ai continué mon week-end, j'ai étudié pour mon examen de mécanique quantique, j'ai retrouvé ma colocataire Jade pour un café, je suis allé à la bibliothèque des activités normales d'une étudiante en dernière année. C'est le lundi matin que j'ai remarqué pour la première fois quelque chose d'étrange. Je me suis arrêté à mon café habituel avant mon cours de mécanique statistique de 9 heures. Le barista était un gars que j'avais vu des dizaines de fois. Luc, selon son badge, la trentaine, silencieux, toujours poli, mais pas bavard. J'ai commandé mon café noir habituel. Et pendant que j'attendais, j'ai remarqué que ma bague était chaude. Pas inconfortablement chaude, juste sensiblement plus chaude qu'elle ne l'avait été, comme si j'avais tenu une tasse chaude et que la chaleur s'était transférée au métal, sauf que je n'avais encore rien tenu de chaud. J'ai regardé la bague, confuse. Luc m'a tendu mon café. J'ai payé et je suis parti. Le temps d'arriver sur le campus, la bague était revenue à sa température normale. Bizarre, me suis-je dit et j'ai rapidement oublié. 3 jours plus tard, c'est arrivé de nouveau. J'étais dans le bureau du département de physique, en train de parler avec la professeure Caron de ma proposition de thèse. Elle m'aidait à affiner ma question de recherche sur les applications de l'intrication quantique. Et au milieu de la conversation, ma bague a commencé à se réchauffer à nouveau. Même sensation, même chaleur distincte qui semblait provenir du métal lui-même, pas de mon doigt. J'ai légèrement reculé ma main, examinant la bague tout en essayant de rester concentré sur les commentaires de la professeure Caron concernant ma méthodologie. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, remarquant ma distraction. « Oui, désolé, c'est juste que ma bague est chaude. » C'est étrange. Elle a souri. Le métal conduit la chaleur. Vous avez probablement touché quelque chose de chaud sans vous en rendre compte. Mais ce n'était pas le cas. J'avais tenu mon carnet de notes tout le temps. Rien d'autre. La chaleur s'est estompée après environ 30 secondes. J'ai pris une note mentale et j'ai continué. La 3e fois que c'est arrivé, c'est ce qui m'a fait commencer à vraiment y prêter attention. J'étais à la salle de sport du campus, ce qui n'était pas dans mes habitudes, mais Jade m'avait convaincu d'essayer un cours de yoga. J'étais nul à ça, trop peu souple et trop agité pour apprécier de tenir les poses. Mais après environ 20 minutes, pendant une pause du guerrier particulièrement inconfortable, ma bague a recommencé à chauffer. J'ai été si surprise que j'ai perdu l'équilibre et j'ai trébuché. L'instructrice, une femme d'une quarantaine d'années nommée Manon, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, est immédiatement venue vers moi. « Ça va ? » ?»« Bien, juste maladroite. » Mais je fixais ma bague. Même chaleur, même intensité, et elle est restée chaude pendant tout le temps que Manon m'aidait à corriger ma pose.
dès qu'elle s'est déplacée pour aider un autre étudiant, la chaleur a disparu. C'est à ce moment-là que mon cerveau de physicienne s'est mis en marche. 3 points de données, 3 cas où la bague présentait le même comportement anormal. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un schéma, et les schémas pouvaient être étudiés. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mené ce que j'ai commencé à appeler l'expérience de la bague dans mon carnet de laboratoire. J'ai documenté chaque cas de chaleur, date, heure, lieu, proximité d'autres personnes, augmentation de la température. J'ai commencé à transporter un petit thermomètre infrarouge, la durée de la chaleur, les facteurs environnementaux. Les résultats étaient frappants. La bague devenait chaude, augmentant spécifiquement de 3 à 4 degrés C en présence d'exactement 3 personnes, Luc, le barista, la professeure Caron, et Manon, l'instructrice de yoga. Pas ma colocataire, pas mes autres professeurs, pas des inconnus dans la rue, juste ces 3-là, de manière constante et reproductible. Je l'ai testé obsessionnellement. Je suis allé au café tous les jours pendant une semaine. La bague chauffait à chaque fois que Luc travaillait et jamais lorsque d'autres baristas étaient là. Je suis allé aux heures de bureau de la professeure Caron 3 fois. Chaleur à chaque fois. Je suis retourné au yoga 2 fois de plus. Chaleur à chaque fois, mais seulement quand Manon enseignait. La bague commençait à chauffer lorsque j'étais à environ 3 mètres de ces personnes, atteignait sa température maximale à environ 1 mètre, et refroidissait dès que je m'éloignais ou qu'elle s'éloignait. C'était le phénomène le plus constant et reproductible que j'avais rencontré en dehors d'une expérience de laboratoire contrôlée. Je devais comprendre le mécanisme. J'ai donc fait ce que tout étudiant en physique ferait. J'ai apporté la bague à mon ami Léo. Il était étudiant diplômé en génie des matériaux, et je lui ai demandé de l'analyser. Que suis-je censé chercher, a-t-il demandé, examinant la bague sous un microscope. Quelque chose d'inhabituel? Un mécanisme qui pourrait provoquer une réponse thermique sélective à des individus spécifiques? Il l'a soumise à divers tests, spectroscopie, imagerie par rayon X, magnétométrie. Après 3 heures, il m'a rappelé au laboratoire. Léa, cette bague est dingue. Que veux-tu dire? Il a affiché une image au rayon X sur son ordinateur. Regarde ça. Tu vois ces microstructures à l'intérieur de l'anneau? Ce n'est pas décoratif. C'est un circuit. Un circuit incroyablement sophistiqué. Bien plus avancé que tout ce que j'ai vu dans les appareils portables commerciaux. Je me suis penché, fixant l'écran. Il avait raison. Incrustés dans l'argent se trouvaient des chemins fins comme des cheveux d'un matériau qui semblait conducteur, formant des motifs complexes. Il y a aussi ça, a-t-il dit en zoomant sur une section. Ça ressemble à un élément thermique, quelque chose conçu pour chauffer délibérément. Et cette section ici, je pense que c'est un capteur. Peut-être bioélectrique. Il pourrait lire des signaux électromagnétiques provenant de sources proches, comme des personnes. Le corps humain génère peut-être des champs électromagnétiques, l'activité cérébrale, le rythme cardiaque, tout cela produit des signaux mesurables. Si cette bague est conçue pour détecter des schémas spécifiques dans ces champs, elle pourrait théoriquement identifier des individus ayant des caractéristiques neurologiques ou physiologiques particulières. Ce n'est pas possible avec quelque chose d'aussi petit. Ça ne devrait pas l'être, mais c'est là. Quelqu'un a construit ça. Quelqu'un de bien en avance sur la technologie actuelle. J'ai quitté son laboratoire avec plus de questions que de réponses. Quelqu'un avait délibérément créé une bague capable d'identifier des personnes spécifiques sur la base d'une caractéristique mesurable qu'elle partageait. Mais laquelle, et pourquoi? J'ai décidé d'aborder la question différemment. Au lieu de me concentrer sur la bague, j'allais me concentrer sur les personnes. Qu'est-ce que Luc, la professeure Caron et Manon avaient en commun? La semaine suivante, j'ai observé. J'ai écouté. J'ai posé des questions prudentes et décontractées. Luc, le barista, était calme, réfléchi. Un jour où le café était vide, je lui ai demandé depuis combien de temps il travaillait là. 3 ans, a-t-il dit. Avant, j'étais infirmier aux urgences. J'ai fait un gros burn-out. J'avais besoin de quelque chose de plus simple. Qu'est-ce qui vous a mené au burn-out? Il est resté silencieux un moment. Le travail était intense, mais honnêtement, c'était plus que ça. Je ressentais tout. La douleur de chaque patient, le chagrin de chaque famille. Ça semble dramatique, mais parfois,
je rentrais chez moi et je ressentais une douleur physique aux mêmes endroits où les patients avaient été blessés, comme si je portais leur traumatisme dans mon corps. La professeure Caron était plus réservée, mais je l'avais entendu mentionner une fois en classe qu'elle avait du mal à regarder les séries médicales. Trop viscérale, avait-elle dit. Je suis trop affectée par les représentations de la souffrance. Ça semble trop réel. Manon était la plus ouverte. Après un cours un jour, je suis resté pour l'aider à ranger les tapis et nous avons commencé à discuter. Avez-vous d'autres emplois, ai-je demandé. Je travaille à temps partiel dans une école pour enfants à besoins spécifiques. Des enfants atteints d'autisme sévère, pour la plupart non-verbaux. Ça doit être difficile. Ça l'est, mais j'ai cette capacité étrange. Je peux dire ce dont ils ont besoin even quand ils ne peuvent pas le communiquer. C'est comme si je ressentais ce qu'ils ressentent. Une fois, un garçon n'arrêtait pas de faire des crises et personne ne pouvait comprendre pourquoi. Je l'ai juste su. J'ai ressenti une douleur aiguë à la mâchoire. J'ai insisté pour qu'il l'emmène chez un dentiste. Il s'est avéré qu'il avait un abcès sévère. Il ne pouvait pas nous dire qu'il avait mal, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai senti. J'en ai eu des frissons. Vous avez ressenti sa douleur physiquement? Oui. Je sais que ça semble étrange, mais ça m'est arrivé toute ma vie. Je ressens ce que les gens autour de moi ressentent, pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Si quelqu'un près de moi a mal, je ressens des échos de sa douleur dans mon propre corps. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait des recherches obsessionnelles. Des heures à lire des articles scientifiques, des revues médicales, des études de cas, et je l'ai trouvé. La synesthésie miroir touchée, une maladie neurologique rare où les neurones miroirs du cerveau sont hyperactifs, amenant les gens à ressentir physiquement les sensations qu'ils observent chez les autres. Quand une personne atteinte de cette condition voit une autre personne souffrir, son cerveau n'enregistre pas seulement de l'empathie. Il simule réellement cette douleur dans son propre corps. C'était réel, documenté, scientifiquement reconnu, et incroyablement rare, estimé à environ une personne sur 100 000. J'en avais trouvé 3 dans une seule ville, et une bague qui pouvait en quelque sorte les détecter. Mais qui avait fabriqué la bague, et pourquoi? La boutique de prêteurs sur gage où je l'avais achetée était une petite entreprise familiale. Le propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années nommé Charles, tenait des registres méticuleux. Je dois savoir qui a vendu cette bague, ai-je dit en la lui montrant. Il a vérifié son ordinateur. Un jeune homme, début de la vingtaine. Son nom était Jonas Lefebvre. Il l'a vendu il y a environ 2 mois avec d'autres objets. Il a dit que sa mère était décédée. Avez-vous ses coordonnées? Juste ce qu'il a mis sur le formulaire. Charles a noté un numéro de téléphone. J'ai appelé ce soir-là. Un jeune homme a répondu. Est-ce que je parle à Jonas Lefebvre? Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Léa Fournier. J'ai acheté une bague à la boutique de prêteurs sur gage de la rue Saint-Martin. Le propriétaire a dit que c'est vous qui l'aviez vendue. Je voulais vous la rendre. Je pense qu'elle pourrait être plus importante que vous ne le pensiez. Il y a eu une longue pause. La bague en argent? La bague de ma mère? Je crois bien. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café. Jonas avait 22 ans, mon âge, avec des yeux fatigués et l'air un peu perdu de quelqu'un qui est encore en train de faire son deuil. Je lui ai montré la bague. Il l'a tenue avec précaution comme si elle était fragile. C'était celle de ma mère. Docteur Iris Lefebvre. C'est elle qui l'a fabriquée. Elle l'a fabriquée? Jean, elle l'a construite elle-même? Oui. Elle était neuroscientifique, spécialisée dans la synesthésie, les neurones miroirs. Cette bague faisait partie de son projet de recherche. Quel genre de recherche? Jonas m'a regardé attentivement. Puis-je vous demander, pourquoi est-ce que ça vous importe? Pourquoi m'avez-vous retrouvé? J'ai tout expliqué. La chaleur, le schéma, les 3 personnes, mon enquête, et ce que j'avais appris sur la synesthésie miroir touchée. Les yeux de Jonas se sont remplis de larmes. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Elle serait si heureuse. Qu'est-ce qui a marché? Ma mère avait la synesthésie miroir touchée. Un cas grave. Elle ressentait tout, la douleur des autres, leurs émotions, comme si c'était les siennes. Cela faisait d'elle une chercheuse incroyable,
mais cela rendait aussi sa vie incroyablement difficile. Elle ne pouvait pas aller dans les hôpitaux, les funérailles, même les endroits bondés étaient écrasantes. Trop de douleur, trop d'émotions à gérer. Il a sorti son téléphone, m'a montré une photo d'une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants et un sourire doux. Elle a passé des années à étudier la condition, à essayer de prouver qu'elle était réelle, à essayer de trouver d'autres personnes comme elle. Elle se sentait si seule. Il y a si peu de gens avec une synesthésie miroir touchée sévère, et la plupart ne savent pas qu'ils l'ont. Ils pensent qu'ils sont juste trop sensibles, ou qu'ils ont des troubles anxieux, ou qu'ils deviennent fous. Alors, elle a construit la bague pour les trouver. Oui, elle a développé une technologie pour détecter les schémas neurologiques spécifiques associés aux neurones miroirs hyperactifs. La bague utilise des capteurs bioélectriques pour lire les signaux électromagnétiques du cerveau. Quand elle détecte le schéma, elle chauffe. Elle voulait créer un réseau, un moyen pour les personnes atteintes de cette condition de se trouver, de se soutenir mutuellement, de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Pourquoi n'a-t-elle pas publié ça? C'est une technologie révolutionnaire. Elle allait le faire. Elle est morte avant de pouvoir terminer le projet. Un AVC il y a 2 ans. Soudain. Elle n'avait que 48 ans. Il a essuyé ses yeux. Quand elle est morte, j'ai gardé certaines de ses affaires, mais j'ai vendu d'autres choses parce que j'avais besoin d'argent. Jonas, je crois que je connais quelqu'un qui a cette condition. Quelqu'un qui souffre parce que personne ne comprenait ce qui n'allait pas chez elle. Qui? Ma sœur. Je lui ai parlé de Sophie, de la façon dont elle luttait depuis 3 ans, depuis ses 17 ans. Comment elle s'était progressivement retirée du monde, avait arrêté d'aller à l'école, de voir ses amis. Comment elle quittait à peine sa chambre maintenant, passait la plupart de son temps seule, et quand ses parents lui demandaient ce qui n'allait pas, elle ne pouvait que dire « le monde fait trop mal ». Être entourée de gens fait mal. Les médecins lui avaient diagnostiqué une anxiété sévère, une dépression, une possible agoraphobie. Les médicaments n'aidaient pas. La thérapie n'aidait pas. Rien n'aidait parce que personne ne comprenait ce qui n'allait pas en réalité. Mais je comprenais maintenant. Sophie n'était pas malade mentalement. Elle était une empathe au sens neurologique le plus littéral. Elle ressentait la douleur et les émotions des autres comme si c'étaient les siennes, et elle n'avait jamais su que ce n'était pas normal. Elle pensait que tout le monde ressentait ça, et qu'elle était juste faible de ne pas pouvoir le supporter. J'ai dit que je vous la rendrais, mais puis-je la porter à elle d'abord, ai-je demandé à Jonas. Gardez-la. C'est ce que ma mère aurait voulu. Elle l'a faite pour aider des gens comme votre sœur, des gens comme elle. Ce week-end-là, je suis rentré chez moi en voiture. Mes parents vivaient en banlieue à environ 1 heure de Paris. Sophie était dans sa chambre comme toujours. Elle avait eu 20 ans dans l'isolement, célébré avec seulement nos parents parce qu'être entouré de plus de gens était trop écrasant. J'ai frappé à sa porte. Sophie, c'est Léa. Je peux entrer? D'accord. Elle était assise sur son lit, en train de lire. Elle avait l'air mince, pâle, comme quelqu'un qui ne reçoit pas assez de soleil ou d'air frais. Mon cœur s'est brisé en la regardant. Je me suis approché et la bague à mon doigt a commencé à chauffer. Cela signifiait que j'avais raison. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit en m'asseyant. Et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de rejeter l'idée. D'accord. Elle a hoché la tête. Je lui ai tout raconté, sur la bague, sur la synesthésie miroir touchée, sur les 3 personnes que j'avais rencontrées qu'il avait, sur la mère de Jonas qui avait construit une technologie pour trouver d'autres personnes comme elle. Sophie, quand tu dis qu'être entouré de gens fait mal, tu le penses littéralement, n'est-ce pas? Tu ressens physiquement ce qu'ils ressentent. Si quelqu'un près de toi a mal, tu ressens de la douleur. Si quelqu'un est triste, tu ressens sa tristesse dans ton corps, pas seulement dans ton esprit. Elle me fixait. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Comment le savais-tu? J'ai essayé de l'expliquer aux médecins, à maman et papa, aux thérapeutes, mais ils disent toujours que je suis juste sensible. Mais ce n'est pas la même chose. C'est physique. Quand j'étais à l'école et que quelqu'un se blessait, je le sentais dans mon corps. Quand je vois quelqu'un pleurer à la télé, ma poitrine se serre comme si c'était moi qui pleurais. Ce n'est pas de l'imagination. C'est réel. Et personne ne m'a cru. Je te crois. Et c'est réel. C'est une condition neurologique. Tu n'es pas juste sensible, Sophie.
Tu n'es pas cassé. Ton cerveau est câblé différemment. Tes neurones miroirs sont hyperactifs. C'est rare, mais c'est documenté. Il y a d'autres personnes qui l'ont. Elle a attrapé mes mains. Il y en a d'autres? Je ne suis pas la seule? Tu n'es pas la seule. Et il y a des moyens de le gérer. Pas de le guérir, mais de le gérer. Apprendre à créer des barrières mentales, des techniques pour différencier tes sensations de celles des autres, même le simple fait de savoir ce que c'est et que c'est réel, ça aide. Je lui ai montré les recherches que j'avais compilées, des études de cas, des articles scientifiques, des ressources pour les personnes atteintes de synesthésie miroir touchée. Pour la première fois en 3 ans, j'ai vu de l'espoir dans les yeux de ma sœur. Je peux les rencontrer? A-t-elle demandé. Les personnes que tu as trouvées, celles qui ont ça? Je leur demanderai. Au cours du mois suivant, j'ai arrangé pour que Sophie rencontre Luc, la professeure Caron et Manon, séparément au début car les groupes étaient encore trop écrasantes pour elle. Mais elle les a rencontrés, leur a parlé, a entendu leurs histoires. Luc lui a parlé de ses années d'infirmier aux urgences, ressentant la douleur de chaque patient, pensant qu'il était trop faible pour le travail jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ressentait littéralement, pas seulement émotionnellement. Manon lui a parlé de son travail avec des enfants non-verbaux, comment sa capacité à ressentir ce qu'il ressentait la rendait meilleure dans son travail, même si c'était épuisant. La professeure Caron lui a parlé de l'apprentissage de la création de compartiments mentaux, des moyens de reconnaître les sensations sans en être submergé. Et Sophie, pour la première fois depuis des années, ne s'est pas sentie seule. Elle a rencontré des gens qui la comprenaient, qui la croyaient, qui lui disaient qu'elle n'était pas folle, faible ou cassée. Elle a recommencé la thérapie, mais cette fois avec un psychologue spécialisé dans les différences de traitement sensoriel, non pas pour la traiter pour l'anxiété ou la dépression, mais pour l'aider à développer des mécanismes d'adaptation pour ses neurones miroirs hyperactifs. Elle a recommencé à sortir, de courtes promenades au début dans des endroits calmes avec peu de gens, puis des promenades plus longues, puis dans de petits cafés tranquilles en dehors des heures de pointe. 6 mois après que j'ai acheté la bague, Sophie est venue me rendre visite à Paris. Elle a pris le train toute seule, quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis des années. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, pas celui où Luc travaillait. Elle n'était pas encore prête pour ça, mais un petit endroit avec seulement quelques clients. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mieux. Pas parfait. Je suis encore parfois submergé. Mais maintenant, je sais ce qui se passe. Je sais que ce sont mes neurones miroirs, pas moi qui suis faible. Je sais qu'il y en a d'autres comme moi. Je sais que je ne suis pas folle. Ça fait toute la différence. » Elle a sorti quelque chose de son sac, un journal rempli de son écriture. J'ai écrit à ce sujet, mon expérience, ce que ça fait. Je veux le partager en ligne au cas où il y aurait d'autres personnes comme moi qui ne savent pas ce qu'elles ont, qui pensent qu'elles deviennent folles. Peut-être que s'ils lisent ce que j'ai écrit, ils se reconnaîtront. Ils sauront où chercher des réponses. Sophie, c'est incroyable. C'est grâce à toi. Tu as trouvé cette bague. Tu as tout compris. Tu m'as cru quand personne d'autre ne le faisait. J'aurais dû te croire plus tôt. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Tu m'as cru quand ça comptait. C'est ce qui compte. J'ai toujours la bague. Je la porte parfois, bien que j'ai rencontré assez de personnes atteintes de synesthésie miroir touchée maintenant pour ne plus en avoir besoin pour les identifier. J'ai appris à reconnaître les signes. La façon dont ils sursautent quand ils voient quelqu'un se blesser. La façon dont ils ont les larmes aux yeux face à la douleur des autres. La façon dont ils évitent les endroits bondés et les situations émotionnelles. Jonas et moi sommes devenus amis. Nous travaillons ensemble pour terminer le projet de sa mère, créer un véritable réseau pour les personnes atteintes de synesthésie miroir touchée. Pas seulement une bague, mais un système de soutien complet, ressources, communauté, recherche. Sophie en fait partie aussi. Ses écrits ont atteint des centaines de personnes qui se sont reconnues dans ses descriptions. Des personnes qui ont passé des années à penser qu'elles étaient cassées, découvrant qu'elles sont en fait extraordinaires. Parce que c'est ce que sont les gens comme Sophie, extraordinaires. Ils ne se contentent pas de sympathiser avec la souffrance. Ils la ressentent dans leur propre corps. Et ils choisissent quand même d'être gentils, d'aider, de se soucier, même si se soucier leur fait littéralement mal. La bague m'a appris quelque chose que j'aurais dû savoir en tant qu'étudiante en physique, que les choses les plus importantes ne sont pas toujours visibles.
Les particules, les forces, les champs? Nous ne pouvons pas les voir, mais nous pouvons mesurer leurs effets. Nous pouvons prouver qu'ils existent. La synesthésie miroir touchée est comme ça. Invisible mais réelle. Non mesurable par des moyens conventionnels, mais indéniablement présente dans ses effets. Et les personnes qui l'ont portent un poids que le reste d'entre nous ne peut imaginer, ressentant une douleur et des émotions qui ne sont pas les leurs, traitant des sensations qui submergeraient la plupart des gens, et ce, chaque jour. Elles ne sont pas faibles. Ce sont les personnes les plus fortes que je connaisse. Et elles méritent de savoir qu'elles ne sont pas seules. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose que vous viviez, mais personne ne vous a cru ou compris? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les mystères, les connexions invisibles et les personnes extraordinaires qui portent le poids du monde a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires significatives chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain conte qui fait réfléchir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.